Je regarde la télévision le soir, tout va bien. Et le matin, je me réveille, je dis à ma femme, c'est bizarre, j'ai un rond noir devant l'œil qui me bouge complètement l'œil. En une nuit. Je me suis couchée normalement un jour et je me suis réveillée avec ne voyant plus d'un œil. Je suis chirurgien dentiste, enfin je viens d'arrêter, et d'un seul coup je me suis rendu compte qu'au point de vue précision j'avais un problème. Et quand je suis arrivée chez mon ophtalmo, j'ai pas eu de félicitations parce qu'il m'a dit c'est la DMLA. Tout allait bien le soir, le lendemain matin j'avais comme des vagues, je ne voyais plus d'un œil. Alors, par définition, la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est donc une maladie de la macula, liée à l'âge qui apparaît à partir de 50-55 ans. Ça, c'est sa définition. On peut déterminer deux formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Une forme atrophique, sèche, qui consiste en une atrophie de la rétine centrale, et une forme exsudative ou humide qui se caractérise par la survenue de vaisseaux anormaux et de tout un cortège de signes cliniques tels que des hémorragies ou une exudation. Pour la première, la DMLA atrophique, il n'y a pas encore de traitement. Je ne dis pas encore parce qu'il y a des molécules qui sont en cours d'évaluation, donc ce sera peut-être plus vrai dans quelques années, j'espère. Autant dans la DMLA exudative, il n'y avait pas de traitement efficace il y a encore quelques années. On était face à une maladie incurable et on a maintenant enfin des traitements efficaces et on est passé du stade de maladie incurable à maladie chronique. Comment se fait le dépistage? Il se fait par autosurveillance, en fermant un œil, puis l'autre, et en regardant des lignes droites, de loin et de près, pour détecter une éventuelle déformation ou la survenue d'une tache petite dans le champ visuel ou une difficulté de lecture. Mes oncles, mes tantes sont tous décédés en ne voyant plus clair, un rond noir devant l'œil, simplement un peu de lumière sur la périphérie de la pupille. C'est une maladie qui se développe très tard dans la vie, mais qui a une origine génétique. Et forcément, qui dit génétique, dit familial. Les individus qui ont dans leur famille une DMLA ont 4 à 6 fois plus de risques d'avoir eux-mêmes une DMLA, d'où l'intérêt de détecter, lorsqu'ils ont 60 ans au moins, les enfants, de les dépister. Il y a plusieurs gènes identifiés et il y a aussi d'autres causes. Il y a les causes environnementales, les causes alimentaires. Les patients qui ont des parents atteints de DMLA peuvent venir nous voir et nous viennent déjà nous voir d'ailleurs pour des avis et on les voit volontiers, on leur fait un examen et on essaye de répondre à leurs attentes. Il y a aussi bien sûr les semaines de dépistage de la DMLA où toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir et on leur fait des examens du fond d'œil pour essayer de dépister la maladie au plus tôt. La grande majorité des patients est adressée par leur ophtalmologiste. Mon ophtalmo m'a fait un courrier pour que je sois prise tout de suite, immédiatement, qu'il fasse quelque chose. Les thérapeutiques ont pour objectif de stabiliser la vision. Et il est préférable de la stabiliser lorsqu'elle est encore bonne plutôt que de la stabiliser lorsqu'elle a diminué. C'est du bon sens et ça a été démontré. Il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait vraiment un lien entre le traitement précoce et le résultat fonctionnel à la fin. Autrement dit, plus tôt est instauré le traitement et meilleurs sont les résultats fonctionnels à la fin. N'importe quel patient qui a un symptôme qui peut s'apparenter à de la DMLA ou qui est suivi dans le service pour une DMLA peut venir n'importe quel jour de la semaine. Il sera vu, on va le faire lire pour vérifier s'il n'y a pas une baisse de vision effectivement et on lui fera les différents examens que l'on juge nécessaires afin d'exclure formellement ou de diagnostiquer le cas échéant une récidive de DMLA ou un premier diagnostic de DMLA. La baisse d'acuité visuelle, la perte d'acuité visuelle, c'est le signe principal qui doit faire évoquer ces types de pathologies puisque c'est le signal retrouvé le plus souvent chez nos patients. En deuxième lieu, vient apparaître la déformation, l'ondulation des lignes, qui est un symptôme visuel lié à la forme de la DMLA dite exudatif. Et enfin, la tache, le scotome,
la perte d'une partie du champ visuel chez un patient qui préalablement n'avait pas de défaut de son champ visuel. Mais pour s'en apercevoir, il faut fermer un œil et on n'a que quelques jours pour agir, pour faire régresser le problème. C'est de l'eau qui vous passe, vous avez un œil qui baigne dans quelque chose, vous ne voyez pas. Je vais dans une grande surface et quand je suis au bout d'une allée, je regarde le carrelage et si je vois le joint bien droit, je me dis il n'y a pas de dégâts pour l'instant. Et si les joints commencent à faire ça, là, il ne faut pas attendre, il faut y aller tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Pour l'examen initial des patients, il est important qu'ils aient un bilan complet. Ça commence par l'interrogatoire, les symptômes du patient, son histoire personnelle et familiale, ses antécédents, son mode de vie, un examen complet de l'œil, on ne se limite pas à la macula bien sûr, donc un examen ophtalmologique complet, et puis après, au fur et à mesure de l'examen, on va se spécifier, on va être de plus en plus surspécialisé en DMLA, c'est-à-dire qu'on va faire des examens spécifiques de cette maladie. On reprend l'acuité visuelle selon les protocoles établis. À chaque fois que le patient reviendra, nous testerons sa vision dans les mêmes conditions pour apprécier l'évolution. La phase clinique consiste à un examen du patient sur une lampe à fente pour dépister au fond d'œil l'éventualité de cette pathologie. Une fois qu'on a fini les acuités visuelles, on va leur faire tout ce qui est imagerie médicale. Il y a un temps de dilatation des pupilles. Cela prend encore un petit peu de temps et le patient va attendre pendant un certain moment. On met une goutte dans l'œil du patient afin de dilater la pupille. Ces appareils vont nous permettre d'avoir une vision globale de sa rétine dans le plan, avec les rétinographies, avec les angiographies, et puis en épaisseur, avec ce que nous appelons les OCT, la tomographie à cohérence optique. La tomographie en cohérence optique permet de visualiser la rétine dans toutes ses couches et permet de définir très rapidement s'il s'agit d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type atrophique ou sèche ou d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type exsudative ou communément appelée humide. Lorsqu'on a fait tous ces examens-là, on a à ce moment-là une vue d'ensemble de l'œil et de la macula. L'angiographie en fluorescence permet de déterminer, dans le cas de la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type exsudative, la forme de la néovascularisation. La néovascularisation étant ces vaisseaux anormaux qui poussent sous la rétine et qui l'infiltrent. L'examen angiographique peut être complété par une angiographie en infrarouge qui permet de déterminer l'origine choroïdienne, c'est-à-dire profonde de la néovascularisation et qui permet dans certains cas de visualiser des néovaisseaux que l'on ne voyait pas dans la première angiographie en fluorescence. On va distinguer les différents sous-types, les différentes formes de DMLA pour avoir une idée plus précise de ce que l'on appelle dans notre jargon le phénotype, la forme de la maladie. Avec cette imagerie multimodale, nous on parle d'imagerie multimodale, on est capable de reconnaître les formes plus agressives, mais surtout de reconnaître à une phase très précoce les formes plus agressives de DMLA exsudatif, de façon de traiter rapidement au tout début de ces formes plus agressives. À 8h du matin, j'en suis sortie à 18h. Généralement, quand c'est une première fois à l'accueil, on essaye de les prévenir parce que ça va durer un peu plus longtemps. On les aide justement à les diriger en fait sur les différentes salles d'attente où ils doivent aller et après la salle où le médecin les reçoit pour consulter. Les internes vont réaliser les examens avec les orthoptistes, avec les autres médecins. Certains ont même une activité de consultation en part entière, mais il faut toujours garder en idée que ce sont des médecins en formation, donc ils vont être chapeautés, seniorisés, quoi qu'il arrive. Les décisions seront prises collégialement avec un senior. À chaque consultation, donc chaque demi-journée, il y a une équipe de seniors et de plus jeunes, une équipe d'orthoptistes qui est présente et les décisions, en tout cas les avis, se prennent de façon collégiale. Un médecin peut être remplacé effectivement par un autre, mais la continuité du soin reste permanente, le dossier est là. Il y a des feuilles de transmission entre les différentes équipes paramédicales et médicales qui nous permettent de vraiment suivre le patient comme si c'était toujours le même médecin.
Et il pourra d'autant plus bénéficier des connaissances de ces différents médecins, puisqu'à chaque fois, il pourra du coup avoir un nouvel avis et un nouveau regard sur sa pathologie. Nous avons souvent une discussion entre spécialistes de la rétine pour arriver au diagnostic le plus précis possible. Globalement, il y a les deux grandes formes, la forme atrophique et la forme exudative. Même dans la forme exudative, il y a différents sous-groupes de ce que l'on appelle néovaisseaux, de vaisseaux anormaux. Pour les patients, plus spécifiquement, pouvoir leur donner un diagnostic précis en leur disant c'est une DMLA, mais c'est dans toutes les DMLA, dans toutes les formes de DMLA qui existent, vous avez celle-là. Et une fois le diagnostic précisé, cela va déboucher, on l'espère le plus souvent, sur une décision thérapeutique qu'il faudra prendre le temps d'expliquer aux patients. On recommande à nos patients qui viennent consulter et qui vont venir régulièrement à nos consultations d'être accompagnés pour plusieurs raisons. La première raison est une raison simple, c'est que nos patients sont dilatés et donc ils ne peuvent pas repartir tout seuls chez eux puisqu'ils ont un handicap fonctionnel transitoire lié à la dilatation et donc ils sont relativement gênés et le mieux c'est d'être accompagné. Je ne peux pas venir toute seule, je suis obligée de me faire accompagner. Quand on a la chance d'avoir un accompagnant, cet accompagnant nécessite aussi quelques explications, une prise en charge. On va dire que le cas classique, c'est la fille qui accompagne sa mère en consultation, sa maman qui a 85 ans, la fille a déjà 60 ans. Ça peut être l'occasion aussi de faire un dépistage, au moins une fois, et puis surtout proposer des conditions d'accueil pour les accompagnants. Le traitement de la néovascularisation dans la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge est actuellement l'injection intravitréenne d'agents anti-angiogéniques. Cependant, dans certaines formes bien définies par l'imagerie maculaire couplant l'OCT à l'angiographie en fluorescence et en infrarouge, peut amener à combiner le traitement de l'injection intravitréenne à un traitement par le laser. Il va y avoir une phase de début pendant laquelle le traitement va être bien sûr appliqué. Et par la suite, dans l'évolution de cette maladie, il y aura différentes phases. Des phases où la maladie est très active, nécessitant des traitements multiples, fréquents, répétés et sans doute pénibles pour les patients. Et puis fort heureusement, des phases où la maladie va se calmer et où on pourra prendre simplement des décisions de surveillance, sans retraitement. Au fur et à mesure du traitement, on se rend compte une légère amélioration de l'œil, de la vision. 4 années de visite alternée avec injection IVT. Le rond noir disparaît progressivement. Et bien après, il y a des hauts et des bas. Avec effectivement une acuité visuelle qui monte, qui descend, je pense pour le moment être stabilisée au maximum. Après le traitement, assez rapidement, j'avais récupéré les 10 dixièmes. Et l'œil droit a été beaucoup plus long, mais j'ai récupéré aussi. Une année, on constate une amélioration, mais c'est au bout de 2 ans pratiquement où je suis passé de 1 dixième à 9 dixièmes. C'est quelque chose de phénoménal et le service me dit « pour vous c'est magnifique, ça a bien marché, faut continuer quoi ». On rentre dans une maladie chronique comme le diabète, l'ostéoporose, on n'en guérit pas réellement, mais on les soigne. Et tant qu'on les soigne, on a de bons résultats. On stoppe, on peut revenir en arrière dans certains cas, donc regagner de la vision, mais ce n'est pas dans tous les cas. Le plus souvent, on va avoir une amélioration de l'acuité visuelle par rapport au jour où le patient a consulté pour la première fois. Notre objectif est par la suite de maintenir ce résultat. l'IVT, c'est un autre parcours un petit peu similaire. Donc c'est l'orthoptiste qui fait l'acuité visuelle et l'OCT. Et ensuite, l'ophtalmologiste qui va faire les IVT va décider du retraitement ou pas. Donc le matin, les patients sont convoqués généralement vers 8h30. Il faut compter une bonne partie de la matinée, 2h30, pareil, 2h30, 3h. L'acuité visuelle, donc le côté fonctionnel, et d'un autre côté, la morphologie de la macula, par les examens dits en OCT ou en angiographie, vont nous permettre d'ajuster nos protocoles thérapeutiques
au cas par cas à chaque visite pour chaque patient. L'OCT particulièrement permet, grâce à la haute définition, de détecter des récidives très précoces, avant même la survenue de lésions irréversibles au niveau de la rétine et avant même la baisse visuelle. On lui demande comment ça s'est passé depuis la dernière fois, s'il y a des choses qui ont évolué, s'il ressent de nouveau des symptômes, la vision brouillée, des lignes qui flottent. Un examen peut durer plus ou moins longtemps avec un patient. Un cas peut être, on va dire, plus long que l'autre. Il y en a, c'est juste des contrôles, ça peut très bien aller parce que la maladie n'a pas évolué. Par contre, sur d'autres, la maladie a évolué. Donc du coup, en fait, on va passer plus longtemps. Pour les patients, la pénibilité, puisqu'il s'agit d'une maladie chronique, et qu'il va revenir régulièrement. La pénibilité liée au traitement doit être la plus faible possible. Pénibilité zéro, ça n'existera pas, mais enfin la plus supportable possible. Autrement dit, que le patient puisse venir être pris en charge dans des conditions qualitatives et quantitatives le plus acceptable possible. Le bilan le matin et l'injection en début d'après-midi. À chaque examen, on va examiner les deux yeux, ce qui nous permet de détecter l'apparition de la maladie sur le deuxième œil, bien souvent de façon asymptomatique. Le patient ne le ressent pas encore, mais la maladie vient déjà d'apparaître et on va pouvoir à ce moment-là la prendre en charge avant même qu'il en ait les premiers symptômes, en tout cas avant que sa vision baisse. La dernière fois que je suis venue, on a découvert que j'avais un début de DMLA dans l'œil gauche. L'autre, le bon. Là, j'ai tout de suite eu une injection. Et aujourd'hui, en vérification, je n'ai pas d'injection parce que le problème a momentanément disparu. In fine, le pronostic visuel de la vision d'ensemble est déterminé surtout par le deuxième œil. Aujourd'hui, c'est formidable parce qu'il m'a dit l'œil gauche, pour le moment, il est revenu à son état normal. Donc, ça vaut la peine. Pas dire que ça fasse mal. Il y a plus l'appréhension que la douleur. Je dois dire qu'il m'est arrivé de ne strictement rien sentir. Une ou deux fois où j'ai un petit peu senti, c'était le poids du doigt, de la main qui enfonçait. C'était pas l'aiguille. Pendant l'injection, ça ne fait pas mal. Il y a la sensation de toucher, mais pas la douleur. L'anesthésie est instantanée. Donc en fait, ils ressortent et ils disent j'ai jamais rien senti. C'est immédiat, il ne faut pas avoir peur de la piqûre. C'est vrai que souvent, après, ils se disent on s'est fait une montagne pour pas grand-chose. Juste avant, bien entendu, le patient n'aura pas porté de lentilles de contact s'il en avait. Bien entendu, on aura vérifié que le patient n'ait pas un œil rouge qui pourrait correspondre à une conjonctivite ou d'autres signes infectieux. On lui demande s'il n'a pas de bronchite en cours, de gastroentérite ou des petites choses comme ça qui pourraient être intercurrentes. Pour nos patients féminins, nous déconseillons le maquillage le jour de l'injection. Il est important que le patient soit revêtu, ici on les revêt d'une surblouse, petite casaque et puis de conditions qui vont avec l'asepsie. On évite de parler pendant l'injection. L'équipe soignante porte un masque pour ne pas arriver et se mettre à tousser ou postillonner ou des petites particules qui pourraient se promener dans l'air. Un écarteur est posé pour mettre à axer la zone oculaire où nous injectons le produit. Et cette injection est réalisée de façon efficace et rapide dans une zone choisie avec souvent une désinfection post-injection. Et donc souvent on rassure nos patients à cet effet. Le geste est 1, indolore, 2, rapide. Après l'injection, il y a aussi là encore quelques consignes qui sont, il y en a trois. La première, c'est de ne pas s'essuyer l'œil avec un petit mouchoir en sortant. C'est le fameux petit mouchoir, donc ça c'est très important. La recommandation, c'est qu'il ne faut pas qu'il touche l'œil, en fait. Même s'il coule, on le laisse couler. La deuxième consigne, on ne part pas directement, on s'assoit 5 minutes avant de partir, ou 3 minutes, parce que des fois le simple fait de savoir qu'on a eu une injection fait qu'on peut se sentir un petit peu hésitant ou en tout cas pas stable. Il est déconseillé de reprendre la voiture juste après une injection et ce n'est pas raisonnable.
Et puis la troisième, respecter les consignes. Si des colliers ont été prescrits, il faut les mettre. Ils ne sont pas prescrits dans tous les cas, mais si des colliers antibiotiques ont été prescrits, il faut les mettre dans la suite. Les jours qui suivent l'injection, un numéro est donné au cas de soucis, de questions posées, pour que nous puissions les réexaminer si un doute existe sur une éventuelle complication post-injection. C'est une maladie chronique, un traitement chronique, j'allais dire ad vitam. Donc ça, il faut bien l'intégrer pour ne pas être déçu et se demander pourquoi on continue. C'est un traitement sur la longueur. J'arrive, je connais le professeur, il arrive, il dit bonjour, gentiment, comment ça va sa secrétaire, pareil, je sais où sont les salles, les choses, je sais ce qui va m'arriver, donc je me sens un peu chez moi. C'est l'accueil. Vous n'avez pas l'impression d'arriver dans quelque chose de froid. Et vous arrivez là, vous êtes connu, on vous appelle par votre nom tout de suite sans avoir de chercher un morceau de papier. Quand vous avez cette maladie, tout de suite on vous dit « Oh, attention, vous allez devenir aveugle, vous allez faire ci, vous allez faire ça ». Non. Non, il faut la soigner et il y a de bons résultats. Hein. En ce qui me concerne, moi je suis ravie. Revoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer au départ de la maladie. On se dit, c'est... l'œil va être perdu, je vais perdre ma vision, je ne pourrai plus conduire la voiture, je ne pourrai plus lire, je ne pourrai plus regarder la télé. Et d'un seul coup, inversion, on repart dans l'autre sens. Alors là, c'est quelque chose de phénoménal.